et bienvenue pour notre seconde émission de Block & Pops, le titre qui arrache la bouche comme du wasabi. Aujourd'hui c'est une spéciale Japon avec pour vous servir la rubrique jeux vidéo. Elle est nouvelle dans l'équipe mais comme une chanson de J-pop elle va si vite s'incruster dans vos mémoires que vous aurez l'impression de la connaître depuis toujours. C'est Maxime. Je me suis applaudi. Bonjour tout le monde. La rubrique cinéma, spécialement aujourd'hui parce que Louise a une peine d'ordinateur. Elle est donc remplacée par celui qui, depuis qu'il a vu le The Ring, il fuit les jeunes filles et il a préféré devenir gay. Et à cause de ces films, il a tellement peur du noir qu'il évite même de cligner des yeux. C'est Michael. Et aujourd'hui, je me suis bien coiffé. Vous avez rien vu, vous vous en foutez, mais voilà. La rubrique musicale, les spéciales J-pop pour aujourd'hui, comme les épisodes d'un anime, on ne l'arrête plus une fois qu'elle est lancée. En deuxième semaine, elle fait donc son retour pour nous jouer un mauvais tour. C'est Lisandre. Salut. En toute modestie. Et à la présentation aujourd'hui, celui qui aime tellement le Japon qu'il a pris l'avion pour aller s'installer au Québec, c'est Sydney. Voilà, je m'applaudis aussi. Et ne manquez surtout pas, en milieu d'émission, nous recevons le chanteur tout droit venu du pays de Peter Pan, Netherlands, ou bien en français ça fait Pays-Bas, mais bon c'est moins drôle à dire. Ça va être Julian Hertz, voilà. Et restez à l'affût parce que nous allons faire tirer un album digital de Julian Hertz, Passing Time. Pourquoi tu ris toi? T'as hésité, je crois que nous allons faire tirer Julian. Non, nous allons pas faire tirer Julian, mais nous allons faire tirer un de ses albums digitales. Donc voilà, c'est un très bon album pour les road trips qui s'en viennent cet été. Ouais. Voilà. On a une personne dans le public. Donc on va commencer cette émission tout en douceur avec une question d'actu. Ok. J'ai écrit ma question et sincèrement, elle veut rien dire. Dis-la comme tu l'as écrit pour qu'on voit. Ok, alors la question c'est qui va ressusciter dans un 10e opus? On sait même pas où ça vient ni comment ça vient. Alors est-ce que c'est un film? C'est un film effectivement qui est... Ça me rassure. Participer dans un 10e opus. 19e. Avec notre John 9. Pardon? Notre John 9. Il y en a 18. Il y en a 18. Lisandre est bonne en maths. 19e, donc il y en a déjà 9. 19e. Non, mais... 19e. 19e opus, mais voilà. Qui va ressusciter dans un 19e opus? C'est un film qui est sorti au Japon déjà il y a même pas un petit mois, disponible en 2D, 3D, IMAX 3D et 4DX. Si ça peut Mais vous aider. déjà 19. Ouais, il y a 19 opus, mais... Ok, mais il a pas joué dans les 19. Ce personnage n'a pas joué dans les 19. Mais c'est ça. Bon, t'as donné l'indice du Japon, donc c'est animé. C'est animé. D'accord. Oh. C'est Essayez de poser des questions pour... quelque chose de très vieux, puisqu'il y a 19 avant quand même. Oui, ça date quand même un peu. Je pense même pas être né quand c'est sorti, en fait, les premiers. D'accord. Est-ce que c'est pour les garçons ou pour les filles? Est-ce que c'est un shoujo ou un shonen? Bah, je pense que c'est plus pour les garçons, mais je pense qu'il y a quand même une mixité. Une mixiture, une mixité. Ouais, c'est ça. Non, mais il y a eu un On mélange. prend les deux, on les mélange et puis on verra. Mais non, il y a un mélange des deux. C'est bi, dans le fond. Oui, exactement, c'est bi. J'en connais plein. Donc c'est au Japon, c'est un animé, il y en a plein. Est-ce qu'il y a, c'est que des films, 19 films, ou bien il y a eu de la série dedans? Alors, il y a 19 films qui sont sortis, mais il y a aussi, je veux dire, ça a été fait en manga, ça a été fait en animation. Je veux dire, tout le monde connaît ça. Là. Tu peux pas commencer la culture du Japon sans ça. Là. Ok. Est-ce que c'est Dragon Ball? Oui. Mais voilà. Mais attends, elle est contente, mais elle n'a pas la réponse. Non, elle n'a pas la réponse. C'est qui va ressusciter dans un 19e opus? Bah, en tout cas, au moins, Alors, c'est un héros ou c'est un méchant? on réduit nos C'est un méchant. Voilà. Bon, là, comme je pense avoir la réponse, je vais peut-être les laisser chercher un peu exprès. Je vais te l'écrire sur un bout de papier et je te la donne. Tu me l'envoies par la poste. Mais vous connaissez Dragon Ball ou pas, les deux autres? Oui. Non. Qui a dit non? C'est Lisandre. Lisandre. C'est une spéciale Japon. Hey, j'ai Il fallait réviser ton trouvé actu. Dragon Ball. Ouais, elle a quand même trouvé Dragon Ball. Ok. Arrangez-vous, bon. Ouais, elle fait notre deux chavannes. Ouais, j'ai juste l'impression d'avoir Christine Bravo. Je vous ai bien aidé. Alors donc, c'est Dragon Ball, c'est un méchant. Ouais.
Bah vas-y, dis-les, Michael, de toute façon, c'est pas... Bon, bah, c'est Freezer, alors. Voilà, c'est Freezer, voilà. Donc on rappelle que le film est sorti le 18 avril 2015 au Japon, et il va sûrement sortir aux États-Unis dans pas long, pour que ça rime. Voilà. Je Japon pense et que dans pas long. en général, c'est Funimation qui récupère en Amérique du Nord, donc je pense que ça devrait pas tarder. Ouais, effectivement. Il parlait d'avoir fait le doublage ou je ne sais quoi. Donc voilà, c'était une petite sans transition pour aller parler des jeux vidéo avec Maxine. Yeah! Tu peux maintenant parler de jeux vidéo. Quel jeu ou avais-tu un jeu en particulier ou Ben, en parlant de Dragon Ball, il y a une légende sur Internet qui dit que en 2016, il va peut-être avoir après, il y a eu en 2015 Xenoverse, Dragon Ball Z Xenoverse. Il va peut-être avoir Dragon Ball Z Zekken Battle Dragon Ball Z Zenkai Battle Royale. On sait pas encore si ça va sortir, mais c'est très attendu et la communauté japonaise en parle sur Internet. Mais sinon, dans les jeux qui vont vraiment sortir, on a le très attendu Final Fantasy X. Je sais pas si vous jouez à Final Fantasy, je sais pas si vous l'attendez, cette sortie-là. Ben, Oui. Michael, je pense que oui. Lisande aussi. Ouais, j'en joue Oui. à certains, mais pas tous. Moi. Ok. En fait, il n'y a pas beaucoup de sorties au Japon pour mai 2015, mais je vous ai fait un top 5 des jeux les plus bizarres qui ont été faits, selon moi, dans l'histoire du Japon. J'adore les tops. Vas-y. D'accord. Et en 5e position, c'est Mr. Mosquito. Vous incarnez un moustique et votre but, c'est d'aller piquer le plus de femmes nues possible. C'est n'importe quoi. Ça m'étonne On même pas. applaudit cette idée de génie, hein, je sais pas qui a pensé à ça. Non, franchement. En 4e position, ça s'appelle Fast Food. C'est sur Atari 2600. On voit déjà l'idée de génie, quoi. En 1982, vous êtes une bouche et votre but, c'est de manger le plus de hot dogs volants possible. Vous essayez de les attraper comme ça, hein, comme si c'était vraiment... Ouais, tout un sport. Mais franchement, mon préféré, il est en 3e position. C'est Hatoful Boyfriend. C'est en 2011 sur PC. Et vous êtes une nouvelle jeune fille arrivée à l'école. Et votre but, c'est un jeu de séduction. Vous devez séduire, mais non pas un jeune garçon, mais un pigeon. Vous devez vous promener dans l'école et trouver le pigeon de vos rêves. Et vous avez des choix de dialogue avec le pigeon. Vous avez une belle image de pigeon fixe qui vous regarde tout le long. Non, franchement, c'est... T'as de beaux yeux, tu sais. Mais c'était pas le jeu que tu m'avais montré, Lisande là je sais plus quel jeu que tu m'avais montré. Tu sais, c'est comme une fille qui se balade un peu n'importe où dans l'école, puis elle tue du monde, genre il y a plein de sang. Ouais, je me rappelle plus du titre, mais c'est plus récent ça. Puis oui, il faut qu'elle séduise un gars sans lui parler, puis elle peut tuer du monde. Puis des fois, t'as des titans de Attack on Titan qui apparaissent, puis là, c'est pas trop qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, puis là, il faut que tu Alors changes ça, de c'est linge. bizarre, mais en même temps, la séduction de pigeon, je crois que c'est un niveau au-dessus encore. En 2e position, ça c'est vraiment un jeu pour les fans de violence comme Sydney. C'est Super Table Flip. Ça date de 2010, puis c'est une borne d'arcade. Et le but, c'est d'essayer de détruire cette borne, mais physiquement. Vous pouvez sauter dessus, essayer de la renverser, la frapper. Vraiment. Paris, j'ai pas pu y aller. Ah. Voilà, maintenant que j'ai pété le moral de tout le monde, je peux continuer. Et sinon, vu qu'il n'y a pas beaucoup de sorties encore de jeux vidéo bientôt au Japon, j'ai décidé de vous faire un top 3 des légendes urbaines sur les jeux vidéo à travers l'histoire que je trouvais les plus bizarres, encore une fois. Ça s'appelle des creepypasta. Ça, c'est des légendes urbaines basées sur les jeux vidéo, Internet et... Des pâtes. C'est ça. Ouais, exactement. Je voulais pas le dire, mais non, c'est parfait. Les pâtes. Ouais, c'est vrai. Mais pasta provient de post, comme poster quelque chose sur Internet, parce que cette catégorie de légendes urbaines-là, c'est vraiment... se caractérise par le fait que ça se propage par Internet. Ça a commencé par les chaînes de lettres. En ce cas, vous irez voir sur le beau Wikipédia qui peut vous renseigner sur l'origine de ce mot-là. Mais en première position, en rapport avec les jeux vidéo, on a Mortal Kombat.x,
qui raconte l'histoire d'un jeune japonais qui aurait reçu une cassette de... Oui, parce que dans le temps, il y avait des cassettes. Hein, nos jeunes auditeurs... Une cassette, c'est une espèce de grosse boîte avec des rubans dedans. Avec des rubans dedans. Ouais, genre... Et que tu souffles dedans pour faire fonctionner. C'est génial. Il faut rembobiner quand on l'écoute jusqu'au bout. Je vais faire des cauchemars. Donc, Mortal Kombat.x, avec mon super accent anglais vraiment dégueulasse. Alors, le jeune japonais aurait reçu cette cassette-là et il aurait découvert qu'il y avait plus de personnages qu'à l'habitude, il y aurait plus de fonctions qu'à l'habitude. Et lui, au lieu de se poser des questions comme n'importe qui, a juste commencé à jouer tout bonnement. Et à la fin, quand il vient le temps de mettre KO son personnage, il y a une boîte de dialogue qui se serait ouverte et il aurait dû choisir parmi le nom de plusieurs de ses amis pour aucune raison apparente. Alors, il a décidé de choisir un de ces noms-là et en se réveillant le lendemain, vous savez pas quoi, eh bien la légende dit que cette personne serait réellement décédée de la façon qui a été mis KO dans le jeu. On sait pas si c'est vrai, on espère que non. Sinon, on va envoyer des billets pour coucher à sa famille. Oh là là. En deuxième position... Ouais, c'est creepy. Hein? C'est combien creepy sur 5? 12. De quoi? C'est quoi la question? Non, il n'y avait pas de question. Le gars, il prépare l'émission, mais il sait pas du tout. Il vient de se réveiller. C'est quoi la question? T'es pas en classe, hein, c'est bon. C'est quoi après? En autre position. Ouais, mais toi qui es bonne en maths, on est rendu en combienième? 4. En deuxième position, on a... Attends, j'ai pas tout suivi, là. Non, mais en première position, on a le jeu Creepy qui a fait tuer quelqu'un. Attends. Après, on passe à la deuxième. Non, ça... Ok, laisse faire. Mortal Kombat, c'était la troisième. C'était la moins... Ah, on a fait un top 3, d'accord. On part par reculons, là. Mais de toute façon, il y en a 3, fait que là, c'est rendu la deuxième. Alors, c'est Ben Drowned. Ça part exactement de la même façon que l'autre histoire. Ça serait un jeune garçon qui aurait trouvé une cassette, on sait pas où. La légende dit que c'est dans un marché aux puces. Je sais pas s'ils ont ça au Japon. Hein? Jeune garçon plus cassette égale danger. Oui. Et dans la cassette, il y aurait déjà un fichier avec le nom Ben Drowned dessus. Et au lieu de l'effacer, en passant, c'est une cassette de Majora's Mask, la suite de Ocarina of Time, de Legend of Zelda. En fait, je sais pas si c'est une suite, mais c'est celui qui est venu juste après. Et dans ce jeu-là, à l'origine, il y a eu... Vous avez 3 jours pour compléter le jeu. Hein, tout le monde sait ça, n'est-ce pas? Bien sûr. Good! 3 jeux virtuels, bien sûr. Donc, quand la 4e journée se lève, ben, vous avez fini le jeu. Dans le fond, si vous n'avez pas complété, vous perdez, vous recommencez du début. Mais le jeune garçon se rend compte que quand il ouvre la cassette, il est rendu à la 4e journée qui n'a jamais vraiment été programmée. Il se passe plein de choses bizarres, notamment Link qui prend feu soudainement, pour aucune raison apparente, et qui perd des membres, et qui rencontre le... Ouais, c'est vraiment bizarre. Quelle vision d'horreur! Vous pouvez voir les vidéos sur YouTube, il y a des preuves que c'est vraiment arrivé. Vous tapez Majora's Mask Creepypasta Ben Drowned, ou dans l'ordre que vous voulez, vous allez quand même tomber dessus. Ça vaut la peine, c'est vraiment très creepy. Et en première position, on a Lavender Town Syndrome. Ça vient de Pokémon Red. Je sais pas si vous avez déjà joué à Pokémon Red. Bien sûr. Enfin, pour ma part. Huge fan. Good. Ben, dans le jeu, il y a une ville qui s'appelle Lavender Town, ou la ville de la lavande. Et vous arrivez dedans et il y a une musique tout à fait désagréable dont on peut entendre un extrait maintenant. Ah ouais, je la file pas bien, cette chanson-là. Non, ça fait mal, hein? J'aime pas ça. Donc, cette chanson-là... C'est le meilleur montage que j'ai jamais entendu. La réaction de Lisande sur une échelle de sincérité de 1 à 10, là. Mais c'est pas pire, c'est un peu sincère. Je l'avais déjà entendu, la chanson ouais, de... on l'a déjà entendu avec Lisande. Ah ouais? Oui, c'est toi qui me l'as fait écouter. C'est moi qui l'ai fait écouter?
oh, je suis donc méchante d'avoir fait vivre ça. Pendant qu'on essayait de travailler à faire nos devoirs. Ah oui, c'est vrai. Elle dit, hey, écoute ça, c'est vraiment fou. De quoi je disais? Qu'est-ce que je parle? Je parlais De quoi je de la chanson de la Ah bande. oui! Ouais, cette chanson-là, il y a une légende qui dit que dans les années 90 au Japon, il y a eu une vague de suicides d'enfants japonais. Hey, c'est bien trash ce que je raconte. Non, mais oui. C'est bien de t'en rendre compte maintenant. Non, mais c'est vrai en plus, j'ai déjà lu Ouais. ce truc-là. Et les médecins se seraient rendus compte que le point commun entre tous ces enfants-là, c'est qu'ils auraient joué à Pokémon Red et qu'ils se seraient rendus à Lavender Town. Et les docteurs ont émis l'hypothèse que les notes sont tellement aiguës et désagréables que ça aurait joué dans le cerveau des Japonais et ça leur aurait envoyé un message une incitation à se jeter par la fenêtre. Et si vous mettez toutes les notes de musique ensemble, ça formerait une espèce de message en lettres Pokémon qui veut justement dire ça. Vous Tuez-vous. pouvez essayer à la maison, mais je vous le déconseille. Mais elle a pas été changée, la chanson? Mais je pense que oui. Je me rappelle d'avoir lu ça quelque part. Parce qu'il me semble que c'est ça, c'est ce que je lisais l'autre fois quand Lisande me le montrait, c'est que la chanson a été rechangée par la suite de ça, genre. À cause Oui, c'est de- vrai. Ben, ils l'ont mis moins aigu, en fait. Je sais pas s'ils ont changé des notes, mais ce que tu dis, c'est vrai. Ah, parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes, justement, puis cette histoire-là a fait des vagues, puis ça faisait peur aux gens, mais... Il y a Ouais. toujours dans les écoles. Le mec qui a tout suivi. Les pigeons avec des écoles. C'est pas mal ça pour mes tops bizarres, pour l'instant. Oui, mais moi je. Voilà. Mais sinon, je peux toujours vous dire les sorties qu'il y a pour mai, mais il y en a pas beaucoup. À part Final Fantasy X, il y a Codename Steam sur 3DS. C'est un jeu de stratégie en temps réel, mais je sais pas trop c'est quoi en fait. Mais sinon, il y a aussi, c'est vrai que je sais pas s'il y a des fans d'anime ici, mais sûrement, hein, on parle du Japon. Il y a l'anime Psycho Pass à aller regarder absolument, mais il va y avoir un jeu sur ça, mais on n'a pas encore beaucoup d'informations. Puis ça va être sur Xbox One, donc les fans de Psycho Pass, allez vous informer sur ça. Ça va être un jeu d'aventure et ouais, ça va sortir le 28 mai 2015. Qui va acheter le jeu du coup? Ah, pardon. J'ai fait mon troll. C'est bon. Mais de toute façon, nos auditeurs ne jouent pas à Xbox. Non. Au Xbox, ils jouent à Sony, à PlayStation. Mais oui. Bon, ça y est, il n'y a plus personne qui veut nous écouter. Ben, le lien avec le Japon, c'était vraiment l'animé. Là. Je voulais dire quelque chose tantôt, mais en fait, finalement, j'ai complètement oublié. Rejette-moi la faute dessus, tu peux. Je suis que chroniqueur aujourd'hui. Je suis pas présentateur. C'est de ta faute! Non, mais je voulais rebondir sur ce qu'elle disait par rapport aux jeux vidéo, mais finalement, c'est pas grave, on va passer au studio Ghibli. Déjà, il y a rien entre nous. Entre nous, il n'y a rien entre nous. T'as pas une question, t'as rien entre nous. Mais oui, il y a une question entre nous, voyons donc. Il y a une question. Laisse-moi faire mon émission quand même. Non, alors en fait, on le sait. Le gars peut pas s'empêcher d'avoir le contrôle, hein? Ah, moi, j'ai Oui, non, c'est vrai. Faut Non, tout ça, le c'est temps vrai. qu'il fasse quelque chose, qu'il mette son grain de sel. Ce moment de féminisme vous a été présenté par Lisandre Rivard. Son grain de sel. Heureusement que c'est juste son grain de sel et non. Ok, bon, on va passer au studio Ghibli. Donc, comme on le sait, le studio Ghibli ferme ses portes et en 2004. On savait pas? Ah bah, Désolé. il y en avait une qui ne savait pas. Non, bah désolé, je viens de ruiner l'émission là. Je peux t'envoyer des mouchoirs si tu veux. Oh, c'est pas correct de dire ça de même. T'aurais pu comme préparer un peu le terrain avant de lancer ça comme grosse nouvelle. Oh mon Dieu. désolé. Oui, j'ai ce fameux lubrifiant dont on parlait avant. Oui, tu mets du lubrifiant, Sydney. Mais là, les auditeurs vont pas comprendre pourquoi on parle de lubrifiant. Parce qu'il faut toujours lubrifier. C'est la règle fondamentale. C'est vrai, ma prof de géo en secondaire 1, elle l'a dit. Si un Mais- prof le dit, c'est sérieux. Oui. Non, mais vas-y, continue avec ta prof de géo. Je sais pas, je me suis levé la tête puis elle a commencé à parler de ça. Elle a dit pas avec de la vaseline parce que ça c'est de la roche. Ça va durcir, c'est dangereux. Fait que, hein? Mais écoutez ses conseils. Elle a l'air de savoir de quoi elle parle. Je pense que Sylvie, t'as trouvé le titre de ton émission numéro 2 avec du lubrifiant. Pas avec ta vaseline. Mais c'est quoi le rapport avec le Japon en fait? Est-ce qu'ils ils mettent beaucoup de lubrifiant là-bas au Japon? Non, ça va, ils ont des toutes petites. Bon, Bon, on va passer à un sujet un peu plus c'est sérieux. monsieur raciste. Bon, on va mettre une petite musique peut-être. Au lieu de rigoler, on va peut-être pleurer parce que là, on sait que le studio Ghibli ferme ses portes. Qu'est-ce que tu mets comme petite musique? Ces Je me- soirées-là.
Non, c'est quand même une très bonne... La tribu de Dana. C'est la tribu de Donna. Ok, c'est mon imitation de violon. C'est Dans la vallée. émission. Oh. De Donna. Dans la vallée. Maintenant, on doit payer la SACEM. Donc, je vais continuer. En 2014 est sorti le dernier film des studios Ghibli qui se nomme Omoide no Marnie, Souvenir de Marnie, Merci. ou Souvenir de Marnie en français, qui est inspiré d'un roman éponyme. C'est le même titre. Souvenir de Marnie ou Souvenir de Marnie en français. Merci. Philippe. Non, mais c'est Yes. la prononciation de Marnie. C'est bien de préciser. T'as pas besoin de le prononcer avec un accent anglais puisque c'est un film japonais. Eh bien non, justement, c'est une œuvre Ah oui, japonaise, merde. oui, mais inspirée d'un roman anglais, Oui, je me suis fait avoir moi-même. Voilà. Je le savais en plus. When Marnie Was There. Et la question, en fait, j'ai 2 questions. Il va falloir choisir. Ah, choisis la question. D'accord, ça devient Choisissez la compliqué. question, poulidoum. Prends la Bon. plus facile. Si vous y arrivez, nommez qui est l'auteur de ce roman, When Merde. Marnie Was There. Ah, et ça, j'ai pas préparé, moi. Je sais pas. En même temps, tu le sais pas. Oh là là. Et sinon, la deuxième, c'est qui a réalisé le dernier film. Ça, je pense que... Ah. Alors ça, comme savoir. je le sais, je dois me taire. En fait. Ok, parfait. Fait que on va Donc, rester. Si vous savez qui est l'auteur du roman, là, vous pouvez me le dire. Même moi, j'ai même Euh. pas la réponse. Il faut que j'aille sur Wikipédia. Fait que vous allez entendre des clics, clics, clics. Est-ce que Oui, c'est c'est J.K. Rowling? Effectivement, c'est bien J.K. Rowling, voilà. Hey, je sens joke. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas elle. Toudou. C'est ça. Hey, j'étais super contente de moi. Hey, va donc. Et on a 2 spécialistes du Japon, là. On a Maxine qui a fait son cours de japonais, Ouais, c'est ça, et moi-même. Donc que veut dire Omoide no Marnie? le souvenir Oh. de Marnie. Ah ben là. Ouais. C'est ça? Non, ça- je sais pas. Non, je sais pas. Mais sûrement Si, que c'est ça doit être correct. ça. Omoido, je sais pas. No, c'est une particule pour désigner à qui ça appartient, en fait. C'est ça. C'est ça. Dans Voilà, la- j'allais pas. L'autre continue de chanter. En fait, ils ont fait en 91 Omoide Polo Polo, souvenir goutte à goutte. Donc voilà, ça veut dire souvenir à mon avis, quoi. Omoide Omoide. veut dire souvenir. Voilà, on a notre mot du jour, mais c'est un mot japonais. Homo idée. Omoide. Donc, qui est le fameux auteur de ce roman? C'est une femme ou un homme? Écoute, même par son prénom. Maman est près de toi. Il faut lui dire maman. Voilà. C'est quelqu'un pour toi. Est-ce qu'on peut répéter le titre du roman? When Marnie Was There. Dit-elle en tapant tranquillement sur son iPhone sur Google. Non! Est-ce que Shiro Mazarune? Non, c'est pas lui. Non, Non. en fait, non, c'est vraiment une américaine. Je pense Vu que c'est- qu'on vient de te dire que c'est un roman anglais, mais surtout d'où Et tu sors ce écrit mot japonais d'un coup, bizarrement. Hey, au Québec, il y a bien des gens qui ont appelé leur enfant genre Yuki et Mitsu Tremblay ou des trucs comme ça. Ah, c'est quoi? Ah, Ouais. ouais. Mais je sais pas, c'est quoi le nom de la chanteuse Mitsu? C'est quoi son nom de famille? Parce que Euh, Mitsu, c'est japonais comme Elle nom. n'a pas de nom de famille, je pense. Elle s'appelle juste Mitsu. Hey, c'est une joke. Gros silence malaise, hey, c'est pas vrai. Ok, donc c'est une. C'est D'ailleurs, Cœur de pirate, c'est quoi son prénom? C'est Cœur ou c'est pirate? c'est C'est Béatrice. deux. C'est deux. Mais il n'y a pas écrit Béatrice, il n'y a même pas les bonnes lettres. Bon, en fait, je suis sur le le Wikipédia, mais c'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil. Ok, mais je sais même pas si c'est un homme ou une femme, là, l'auteur. Là. C'est pas grave, là. Tout ce qu'on sait, c'est que c'était une British author and illustrator of children's book. Oh, alors c'est une femme. Genre, T'as dit une. ouais, mais c'est ça, mais genre, celui qui a écrit Peter Pan, c'est une femme, quoi, c'est ça? Peter Pan? Peter Pan? C'est pas. C'est pas J.K. Rowling? Encore, tu sais. Mais non, mais je sais pas, t'as l'air de dire que toutes les auteurs british et illustratrices sont genre, pour des books pour enfants, sont des femmes, mais non. Écoute, il y a une histoire presque lesbienne dans ce film, alors ça peut être une femme. C'est pas un homme qui va écrire une histoire d'amour entre deux femmes. Et en plus, elle est morte en 1988. On parlait pas de Peter Pan, là, l'histoire d'homo, là. Si, on a aussi entre crochet et pan. Ah, c'est ça, je me disais. Les beaux collants, là. J'ai pas connu. C'est pas. Bon alors, dites-moi, mon auteur. Bah, nous, écoute, on t'a posé une question, est-ce que c'est un homme ou une femme? Tu nous as pas Mais répondu. je sais pas, moi, c'est pas marqué son sexe. Elle est nulle, ta Je suis question. pas allé voir. Hein. Ok, je peux-tu juste dire de quoi?
je veux pas tricher parce que je veux le trouver tout seul, mais Peter Pan, c'est écrit par un gars. Oui, je sais, c'est... Ouais, merci, mais on n'est pas sur Peter Pan. Eh, non. Attends, c'est qui l'auteur de Peter Pan déjà? Merde. C'est James Matthew. Ah merde, je savais pas. C'est qui Bon. ça? C'est ça, c'est Ben, qui c'est ça? l'auteur de Peter Pan. Mais non, c'est pas lui. Mais si. C'est celui Un qui a ex- c'est pas Johnny Depp là, qui a joué dans... Non, Johnny Depp, il a pas écrit Peter Pan, tu Mais vois. oui, il a joué dans Neverland. Là. Ah. Oui, il y avait un film sur lui là. Oui, il a joué dans Neverland, mais. Bah, c'est ça, il a... C'est James Matthew Barry. Ah, c'est ça, Ah, Barry. ah. Merci, Ah. Barry. En fait, t'avais que donné ces deux prénoms, donc Bah, forcément, c'est ça, on était perdu. C'est John Barry. James Barry, John Barry. Hey, de toute façon, on parle même pas de Peter Pan. là, on C'est parle de ça, l'autre, c'est là. ça, c'est ça. On dévie du sujet. Mais je voulais pas donner de la fausse information. Fait que... Cette question, elle va te tenir jusqu'à la fin des 2 heures. Hein, si Mais personne me dit que c'est Johan J. Robinson. Ah, ben merde, j'ai dit. On n'a jamais entendu ce nom-là. Non, c'est ça. Bon, alors c'est qui le réalisateur du film alors? Bah, ça, c'est plus facile. Est-ce que je dois répondre? Michael Bay. Ah oui, voilà, oui, bien sûr. Non, mais je pensais que vous allez me dire que c'était genre Hayao Miyazaki ou Ouais. Miyazaki fils ou je sais pas comment il s'appelle. Kurosawa. Non, Kurosawa, non, il a fait des films de Ghibli. Il y a un Kurosawa peu décédé. Je sais pas. Mais non, Ozu. non, mais c'est quand même des gens Moshi. vivants. là. Ce sont tous les réalisateurs qu'on connaît dans nos films de Bon, dans c'est nos- Yonebayashi, mais personne Ouais, n'aurait... exactement. Comment tu dis? Yonebayashi. C'est ça. Jackie-Chan. Hiromasa Yonebayashi. Jackie Chan était pas japonais. Non, qui C'est aurait pu ça. réaliser le film. Ouais, c'est vrai. Mais elle comprend les questions, mais 20 ans après, en fait, là. Bon, ben vas-y, Michael, maintenant que t'as dit les réponses, tu peux sans transition, football. Ah, ouais, bah, Sans transition. la meilleure transition du siècle. Donc on va s'intéresser à Ghibli, on va se concentrer sur la société en elle-même et pas ses membres, quoique je vais quand même en parler, mais voilà, on va pas dire ce qu'ils ont fait en dehors de ça, à une exception près. Alors Ghibli, c'est une société qui tient son nom déjà, pour ceux qui ne savent pas, du mot italien utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale pour désigner les avions de reconnaissance. Parce que pour ceux qui connaissent Miyazaki, vous savez probablement qu'il a une passion pour l'aviation, donc le nom de la société, c'est pas étonnant. Alors justement, premièrement, on va faire un petit point sur la prononciation, parce qu'il y a 2 clans pour ça. Ghibli, c'est un mot italien, ça se prononce avec un G dur, on dit bien Ghibli, même si certains japonais le prononcent avec un G mou et disent Ghibli. Cependant, à plusieurs reprises, Miyazaki lui-même, en tant que fan d'aviation, a corrigé la prononciation et a rappelé qu'on disait Ghibli. C'est même utilisé dans les titres anglicisés, c'est dur à dire ça, du studio. Donc les 2 prononciations sont correctes. Ghibli se dit surtout au Japon, mais c'est Ghibli. C'est le nom de l'avion, c'est ça. J'avais jamais entendu que les gens disaient Ghibli. En fait, dans les Jamais entendu ça. bandes annonces japonaises, tu entends Ghibli. Mais voyons donc. Mais voilà, je sais pas, ils ont peut-être du problème à dire Ghibli, je sais pas. Mais... Donc la société a été fondée en 85 entre Miyazaki et Isao Takahata. Ah waouh, ils sont en retour vers le futur. Eux. Takata. Retour vers le futur. En Tac, tac. 1985. Waouh. Les références de Sydney, c'est Tout ce qui s'est passé en 1985, c'est retour vers le futur. il y a Il rien n'y a rien d'autre. Donc le premier film du studio, ça a été Le Château dans le ciel en 1986, et tout de suite, certains vont tilter et se dire « Mais non, le premier, c'était Nausicaa ». Sauf que Nausicaa, il date de 83, et il a été produit par la Toei. Si en Europe et en Amérique du Nord, le film est bien distribué... Le film est bien distribué par Disney et fait partie de la collection de Ghibli, c'est un hasard. En fait, Disney possédait les droits de distribution de Nausicaa déjà en 91, longtemps avant de faire l'accord de distribution avec Ghibli. D'ailleurs, il faut noter qu'en 91, quand Disney a sorti Nausicaa en Amérique du Nord, alors je ne pense pas qu'il l'ait sorti ailleurs à ce moment-là, peut-être même pas au Canada en fait, c'était une version tronquée, un remontage de 1h20 pour garder le même format que leur film animé à eux, avec énormément de scènes coupées. C'est qu'en 2006 seulement qu'ils l'ont ressorti pour la première fois dans sa version d'origine avec un tout nouveau doublage. Mais revenons donc sur Ghibli, puisque Nausicaa n'en fait pas partie. Donc, quand Le Château dans le ciel sort, le succès est au rendez-vous tout de suite. Mais le studio n'a toujours pas de logo. Ce n'est que 2 ans plus tard que sort Mon voisin Totoro, et là le succès est si fulgurant que Hayao Miyazaki et Isao Takahata décident directement de faire de Totoro leur emblème. La même année, Takahata sortira son premier long métrage pour Ghibli, Le tombeau des Lucioles, qui va trancher radicalement avec le style enfantin et aventureux de Miyazaki pour nous faire un drame social et réaliste. C'est vrai que Le tombeau des Lucioles, j'ai encore même aujourd'hui du mal à le voir. J'ai vu que la fin et j'ai été traumatisé. Ah, Donc, tellement. Ensuite, les 10 années qui vont suivre post-Totoro, de 86 à 96, on va les passer assez rapidement. Durant ces 10 ans-là, Miyazaki, toujours accompagné de son compositeur attitré Joe Hisaishi,
avec qui il fait tous ses films depuis déjà Nausicaa. Il va signer seulement 2 films durant ses 10 ans, Kiki la petite sorcière en 89 et Porco Rosso en 92, film qui s'attarde encore une fois sur la passion de Miyazaki, l'aviation. D'ailleurs, la France donnera à ce film une grosse sortie cinéma en 92 et c'est Jean Reno lui-même qui va doubler le héros. Il y aura aussi Jean-Luc Reichmann qui fera partie du casting. Durant ces 10 ans, Takahata va de son côté signer Omoide Polo Polo, donc Souvenir goutte à goutte, en 1991, et Pompoko en 94. Je vais juste mettre une précision. Pour ceux qui ne savent pas, Jean Reno, c'est celui qui a joué dans Les Visiteurs pour les Québécois qui nous écouteraient. Et Jean-Luc Reichmann, c'est un présentateur. Jean-Luc Reichmann, il faisait beaucoup de doublage à l'époque, en fait. Je savais même pas qu'il faisait du doublage. Il en a fait beaucoup avant d'avoir ses propres émissions. Okay. Maintenant, Jean Reno, est-ce que n'importe où dans le monde, il y a besoin de dire qui c'est? Ouais, c'est vrai que si vous connaissez les films de Luc Besson, vous connaissez voilà. Jean Reno. Et puis en plus, c'est la voix de Mufasa dans... pour les Français, en tout cas. La voix de Mufasa dans Le Roi Lion. Ben oui, je pense à la même version, Le Roi Lion, pour ici et là-bas. Il n'y avait pas encore les doublages. Oscar. Sauf... Ah oui. Sauf la chanson de Scar. Ben, en tout cas, ça, la chanson on en parlera. Ouais, ben, en tout cas, on fera une chronique Disney à un moment donné, là. Est-ce que tu nous fais un extrait? Soyez prêts! Ah, de Scar, j'ai compris Oscar. Non, il y a pas Oscar. Ah oui, c'est vrai que la chanson Soyez prête est différente. C'est la seule chanson qui a été traduite au Québec. Sinon, toutes les autres, on est les mêmes. Français et québécois. French-canadienne, en tout cas. Donc, en 95, Ghibli va demander au réalisateur Yoshifumi Kondo, qui était à l'époque un apprenti de Miyazaki, d'adapter le manga Si tu tends l'oreille. Miyazaki ne cache pas à ce moment-là qu'il désirait que Kondo devienne son successeur. Mais non seulement le film ne remporte pas de succès, mais en plus, Kondo meurt d'une rupture d'anévrisme en 98. Pas de bol du coup. Alors l'année 96, elle est importante pour Ghibli parce que c'est l'année où Disney s'intéresse à eux. Nous sommes 1 an avant la sortie de Princesse Mononoke, et Miyazaki annonce que ça va être son dernier film avant le départ à la retraite. On remarquera que c'est quelque chose qu'il va annoncer assez souvent par la suite. Disney parvient à voir quelques images du film et persuadé du succès, il s'empresse de signer un accord de distribution mondiale exclusive. Il devient donc le seul studio autorisé à distribuer du Ghibli, à part Le Tombeau des Lucioles, qui est distribué dans le monde entier qui était déjà distribué dans le monde entier par d'autres distributeurs. Ils n'ont jamais réussi à récupérer les droits. Et donc Disney a eu raison d'y croire, puisque en 97, Princesse Mononoke est un tel succès au Japon qu'il est le seul film à faire plus d'entrées que Titanic sorti en même temps. Et Disney est bien embêté, cependant, parce que Princesse Mononoke, c'est aussi le film le plus violent jamais réalisé par Ghibli. Il y a des morts, des animaux effrayants, des fantômes, des membres arrachés partout dans le film. Donc Disney hésite à sortir le film en dehors du Japon, sauf qu'ils ont un contrat avec Ghibli, et que Ghibli s'est bien arrangé pour que Disney n'ait pas le droit de toucher au montage. Donc ce que Disney va faire, c'est que d'abord ils vont sortir le film en Europe, discrètement, et là c'est un énorme succès. Donc le film sort tranquillement en Amérique du Nord, où il remporte exactement le même succès. On va nous faire un zoom rapide sur les années suivantes, de 97 à 2007, après Princesse Mononoke. Donc Miyazaki part à la retraite, comme il l'avait annoncé, il quitte Ghibli, il laisse seul Takahata avec Kondo. Takahata va tout de suite sortir Mes voisins les Yamada en 99, et ce sera son seul film durant ces 10 ans. En 98, comme je vous l'ai dit avant, Kondo est mort d'une rupture d'anévrisme, ce qui force Miyazaki à quitter sa retraite et à revenir chez Ghibli pour pas laisser Takahata tout seul. Il se lance alors dans l'écriture du Voyage de Chihiro, qu'il annonce encore une fois comme étant son dernier film. Le Voyage de Chihiro sort en 2001 et Miyazaki se lance finalement immédiatement dans Le Château ambulant qui sortira en 2004. Cette fois, Miyazaki préfère ne rien annoncer. Mais durant ces 10 ans, le studio Ghibli, et principalement Takahata, continue surtout de former des nouveaux réalisateurs. Donc en 2002, Hiroyuki Morita est chargé de donner vie au manga Le Royaume des Chats. Ce sera cependant son premier et dernier film en tant que réalisateur, parce qu'il a trouvé la tâche beaucoup trop stressante, donc il a quitté Ghibli tout de suite après. C'est décidément pas de bol pour eux en fait. Pas de bol. Au moins, Miyazaki il a appris sa leçon, là, il annonce plus rien. C'est ça, il préfère se taire maintenant. Donc en 2006, Miyazaki laisse l'honneur à son fils Goro d'adapter le livre anglais Les Contes de Terre et Mer. Le film est un échec cuisant et Miyazaki est tellement dégoûté par le travail de son fils qu'il quittera même la salle de cinéma pendant la projection de l'avant-première. Il a été très très dur avec son fils. Ouais, pour lui, c'était un déshonneur. Le fils avait jeté le déshonneur sur toute la famille. Ouais. Non, c'était grave. Là. Moi, j'ai fait un travail pendant mon certificat du Japon. Enfin bon, bref. Surtout pour un Japonais, au Japon,
Je veux dire au Japon et pour un Japonais. Surtout pour un Japon. Surtout donc pour un Japonais où vraiment c'est un déshonneur, c'est super important dans leur culture. Ouais, surtout pour Miyazaki qui est vraiment très connu, très traditionnel. Non, mais il est très traditionnel dans sa façon de penser puis sa façon de faire. Tu le sens un peu. Les enfants de ses enfants vont encore en entendre parler. Ouais, mais en fait, ils se sont pas parlé pendant au moins 2-3 ans, je crois. Ou... Plus, de toute façon, on va y arriver. Okay. Donc on arrive dans les dernières années. En 2008, Miyazaki retourne au conte pour enfants, puisqu'il désire donner un univers plus proche de Totoro. Il va donc signer Ponyo sur la falaise, qui reste pour l'instant l'un de mes préférés. Toujours dans l'idée de se trouver un successeur, il écrira en 2010 Arrietty, adapté du livre The Borrowers, qui est aussi connu grâce à son adaptation en série animée américaine dans les années 80, qui était nommée Les Mini-Pouces. Je ne sais pas si ça avait un nom différent peut-être au Québec. Je sais pas. C'était Les Chapardeurs, je crois, peut-être. Ça me dit rien. Donc il confiera la réalisation d'Arietti à Hiromasa Yonebayashi, donc, qui était justement dans la question précédente, et qu'il considère comme le seul digne de lui succéder, parce qu'à cette époque, 4 ans après Terre et Mer, Hayao n'a toujours pas pardonné à son fils. C'est très japonais et s'estime toujours encore bafoué. T'as pas parlé de La colline au coquelicot? Eh ben on y arrive, 1 an plus tard. Il décide de donner une dernière chance à son fils. Donc Goro se voit confier la réalisation de La colline au coquelicot en 2011, sur un scénario de Hayao lui-même. Et non seulement le film est un succès, mais il remporte en plus de nombreux prix dans tous les festivals du monde entier. Il est magnifique ce film, moi j'ai adoré complètement. Il est juste un peu lent, mais visuellement il est sublime. Moi j'adore, franchement j'adore. On dirait un film d'auteur, mais version Ghibli. Pour moi c'est... Parfait. Oh oui, c'est beau, puis c'est... Là il faisait vraiment honneur à son père en fait. Ouais, franchement oui. Oh, oui. Si vous analysez un peu le film, il y a une vraie discussion entre la tradition et la modernité, etc. Puis ça parle du Japon en même temps, entre tradition et modernité, de toute façon. Donc là, Miyazaki Hayao, heureux d'avoir son fils et Yonebayashi pour lui succéder, il annonce officiellement en 2013 que Le vent se lève sera son dernier film avant la retraite. Ça y est, il s'y remet. Au départ, personne ne croit tant il l'a souvent annoncé, mais le fait est que l'impossible se produit. Et à peine Le vent se lève, son film le plus personnel sur le thème de l'aviation toujours, et sur une histoire qui lui tient à cœur, sort au cinéma, que Hayao quitte Ghibli, laissé aux mains de Takahata et des 2 nouveaux réalisateurs. Donc si Le vent se lève par contre reste un beau film et une histoire que Miyazaki voulait animer depuis longtemps, c'est un film très personnel, mais ça en reste pas moins un adieu en demi-teinte pour les fans qui s'attendaient à quelque chose de plus spectaculaire pour une sortie en beauté. Oh. C'est un beau film, mais c'est dommage d'avoir fini là-dessus en fait. S'il avait fini sur Shiro, je pense qu'il serait sorti en beauté peut-être. Ben c'est ça, il a comme filé une couple de fois, là, fait qu'on sait comme pas c'est quoi son dernier. Donc Takahata va réaliser en 2014 Le conte de la princesse Kaguya, tiré de la célèbre légende asiatique de la princesse de la lune. Et puis Yonebayashi signera Souvenir de Marnie quelques mois plus tard. Voilà. Okay, non, mais le film de Takahata, c'était quoi? Le conte de la princesse Kaguya. Oui, c'est ça, Kaguya Hime no, je sais pas quoi, mais je veux voir ce film. C'est encore... Oui. Il est dans mon salon en Blu-ray, là, j'attends de le voir. Tu m'énerves, toi, avec toutes tes collections. Oh, je pense que ça a gagné un prix, hein, ce film-là, non? Oui. Ok, oui. Mais t'as pas parlé non plus des... comment on appelle ça? Les voisins, les Yamada? Si, j'en ai parlé avant. Oui, j'en ai parlé. Ah, ok, parce que j'étais sans doute en train de faire monter. Par contre, effectivement, j'ai pas dit grand-chose dessus parce que je ne l'ai pas encore vu, donc j'ai préféré... Bah, en fait, c'est la même... Abstenir. Et il a un style très épuré, Takahata. Il n'y a pas grand-chose à l'écran, en fait. Non, mais la bande dessinée est comme ça, en fait. Le Yonkoma, c'est le 4 cases, en français. Il n'y a aucun décor, il n'y a rien. Et lui, il a rajouté la pastel, en fait. Les choses pastel, ce qu'il a refait dans le film Kaguya Hime. D'accord. Ouais, et il a repris la version pastel, mais il en avait fait avant en fait des films en pastel qui sont vraiment très beaux visuellement, sincèrement. C'est ça, c'est super beau, c'est super épuré. On va finir du coup. Un second coup de théâtre vient frapper Ghibli, puisque juste après Souvenir de Marnie, le réalisateur Yonebayashi annonce son désir de quitter le studio. Donc, Takahata parlant très peu et restant dans son coin, il fait pas bon ménage avec le turbulent et jeune Goro Miyazaki qui veut changer le studio et passer à l'image de synthèse. Donc le studio ne survivra finalement pas à la perte successive de Hayao Miyazaki et Hiromasa Yonebayashi, et fin 2014, la fermeture définitive du studio est annoncée par le producteur. Alors pour le que sont-ils devenus? Hayao Miyazaki vit paisiblement aujourd'hui sa retraite. Voilà, Isao Takahata, tu m'étonnes. Il a une collection d'avions. Puis...
Isao Takahata, qui avait mis 15 ans entre ses 2 derniers films, n'est pas pressé de revenir non plus, il pense à la retraite, et il est très souvent actuellement en France. En 2015, il a même été fait officier de l'Ordre des Arts et des Lettres par le ministre de la Culture. Hiromasa Yonebayashi donne plus de nouvelles pour l'instant, il n'a aucun projet. Et quant à Goro Miyazaki, il vient juste de terminer sa première série animée, Ronya, fille de brigand, qui a été diffusée au Japon d'octobre 2014 à mars 2015 en 26 épisodes et intégralement en images de synthèse. Ce qui, selon lui, est l'avenir, le dessin à la main étant dépassé. Mais c'est pas le même. Je pense qu'on peut refaire un débat là-dessus, mais c'est pas le même feeling, je pense. C'est ça, mais bon, si Goro pense ça, justement. Alors, est-ce qu'il est possible un jour que le studio Ghibli refasse surface ? Je dirais pas sous ce nom et pas sous cette forme. Alors, Toshio Suzuki, le producteur attitré de tous les films de Ghibli, il affirme que le studio est juste en pause et effectue une restructuration. Okay. On sait tous que sans Takahata et Miyazaki, le studio ne retrouvera plus jamais ses lettres de noblesse. Non, c'est sûr. Si un nouveau studio prend sa place, il faudra vraiment qu'il change de nom. Surtout que le désir de Suzuki est le même que celui de Goro Miyazaki, c'est-à-dire passer à l'image de synthèse comme Disney. Et appeler ça Ghibli, ça serait un peu idiot. Ouais, non, je pense qu'ils devraient refonder autre chose. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'ils n'ont pas sorti un coffret de toute la collection. Ça aurait coûté super cher, mais moi je veux ce coffret-là. Il sortira peut-être au Japon. Voilà, le problème, c'est que Disney n'a pas les droits sur tous les films, en fait. Il manque le tombeau des Lucioles. Donc ça serait un coffret incomplet s'il sortait dans le reste du monde. Okay. Peut-être qu'ils attendent encore peut-être un petit 5 ans. D'un coup, qu'il y en a un de la gang qui ferait « Hey, je vais revenir de ma retraite finalement. » C'est ça. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit Takahata. Je sais pas pourquoi. Je le file comme ça, moi. Takahata. Ils sont tellement amis avec Miyazaki, peut-être qu'il va réussir à le convaincre de faire un dernier film encore une fois. Ouais, peut-être. Ensemble, en plus. Voilà, qu'ils fassent quelque chose ensemble. Ils avaient déjà travaillé sur des séries télé dans les années 70 ensemble. Ouais, Sherlock, je crois. Sherlock Holmes. Panda, Petit Panda aussi. Ok. Monsieur qui aime les pandas. En fait, Michael, vous pouvez l'appeler Panda. Non, vous ne pouvez pas. Arrêtez. Arrêtez tout de suite avant même d'avoir commencé. On peut t'appeler Panda. Parce qu'il aime ça. Non, il aime ça. Le studio a fermé et malheureusement c'est une époque révolue. L'animation japonaise est un peu en deuil, je dirais. Mais c'est quand même des films à découvrir et à redécouvrir de toute façon. Et moi je n'ai pas toutes vues, j'en ai vu 3-4, j'en rappelle. Disgrâce sur moi, mais... Juste 3-4 ? Ouais, non, je sais, ouais. Mais je dirais qu'à part Princesse Mononoke qui est plutôt violent, tous les autres sont à mettre entre les mains de tout le monde en fait. Ouais. Bah même Princesse Mononoke, c'est pas... Princesse Mononoke, je le ferais pas voir à des enfants de 5-6 ans, quoi. Non. Le tombeau des Lucioles non plus. Ouais, principalement parce que je pense qu'ils le comprendraient pas. Ouais, peut-être. Ok, bah c'est bien parfait. Merci beaucoup pour ta chronique Ghibli, spéciale Ghibli. Que d'émotions, je suis plein d'émotives. Mon Dieu. Et donc je reçois Julian Hertz, le chanteur de Netherlands, du Pays-Bas, et je vous laisse avec en sa compagnie. Hi, this is Julian Hertz for Glockenpops, and this song is called Darling I Love You So. Your personality weakens my heart, and your sense of fashion is oh so smart, and your eyes make me melt and drift away to a place of happiness to spend my days, and I'll sing you a lullaby, kiss you a sweet goodbye. Darling, I love you so. I'll hug you all through the night, wishing you'd hold me tight. Darling, I love you so. And I don't know what I'm in jail for, I just know it can't be. For loving you forevermore is all I'm asking. Please reciprocate my feelings for you. Say you love me and I swear I'll love you too. Keep thinking of me, I'll sing you a lullaby, kiss you a sweet goodbye. Darling, I love you so. I'll hug you all through the night, wishing you'd hold me tight. Darling, I love you so. Zappa-da-ba-da, zappa-da-da-da-da-da, zappa-da-ba, ba-da-ba-da-da-da-da, zappa-da-ba, la-da-da-da-da-da-da, la-da-da-da, ba-da-ba-ba-ba-ba. I'll sing you a lullaby, kiss you a sweet goodbye. Darling, I love you so. I'll hug you all through the night,
wishing you'd hold me tight. Said, darling, I love you so. De retour sur Glockenpops et je suis en compagnie de Julian Hertz. Est-ce que ma prononciation est correcte? That is definitely correct. Alors Julian, merci de ta participation et de ton temps que tu nous offres aujourd'hui pour cette entrevue à Glockenpops. Donc tu es néerlandais et tu parles Dutch. Dutch. Le néerlandais finalement. Et comme je parle français, puis que c'est une spéciale Japon aujourd'hui dans l'émission, on va faire l'entrevue en Swahili. Sweet. Nice. Donc voici la première question. Comment vas-tu? Oh, well, I'm actually good. I'm taking a little break from university and thankfully enjoying a little bit of sun here in the Netherlands. So that's good. Alors tu es compositeur, pour te présenter aux auditeurs, compositeur de musique pop-folk avec un petit peu de country dedans. Donc si j'en crois ce que Google Translate me dit, sur ton site web c'est écrit que ta musique c'est un mélange de mélancolie et de ballade et de positive vibes about the beautiful side of life. Donc je pense que c'est une très bonne façon de résumer ton travail. Donc dans ton récent album Passing Time qui est déjà disponible dans tous les bons vendeurs, iTunes, Bandcamp et Spotify. Donc tu viens du Néerlande, est-ce que tu peux juste nous faire un petit background Yes, well, I'm actually half Dutch, half Chilean. My father is from Santiago in Chile. And all my brothers and sisters, I have 5, they live in Australia. So I'm quite the mix of international sides. And, well, next to my work as a musician, I'm studying for my master's degree in international business communication. And I aim to finish this year, hopefully. That's my background so far. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire alors quand est-ce que tu as commencé en fait à être intéressé par la musique et à commencer à jouer? Well, I guess my mother used to sing semi-professionally, and my father was a concert pianist. So music seems to be flowing through my veins. And I started playing the piano, I think, first, and then taught myself to play the guitar and ukulele. Ah oui, c'est parce qu'en fait tu joues du ukulélé. Et quand est-ce que as-tu commencé à jouer? I'm actually not quite sure anymore. I believe I bought my first one back in 2009 when I was studying in England. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cet instrument? Well, it's a little bit of a funny story. It was quite of a spur-of-the-moment decision. I had some time in London. I was waiting for a friend, and I decided to just browse a few music stores. And I saw the ukulele there, and it was really cheap. And I thought, well, it's sort of a mini guitar. I'll try. And I just bought it because it was cheap. Donc en fait, tu écris toutes tes chansons pour le moment en anglais. As-tu déjà des chansons en néerlandais ou Good question. I actually have never thought about writing in Dutch. Well, I think I've briefly thought about it, but because I'm such an internationally oriented person with my family being in Australia and in Chile, and from very young age I learned to speak English, and some of my schoolwork has been in English as well. So it was a natural choice for me to write in English. Mais as-tu déjà une chanson d'écrit en néerlandais? Well, I have only written one song in Dutch because it was part of like a contest. Ouais. And therefore the song had to be in Dutch, and I found it quite tricky because I'd never written in Dutch before. Ah ouais, d'accord. Donc c'est plus facile pour toi d'écrire en anglais. Yes, and I also wrote that song behind the piano, and I usually write the songs with my guitar. And so yes, I have, for me it's easier to write in English. And it's funny because when I write a song, I usually just play the guitar and try to hum a little melody line over the guitar chords. Mm-hmm. And then I press record on my phone. I record everything on my phone. If my phone ever gets stolen, there will be so many unfinished songs on there. And I just quickly record it and I sing something random over it. And usually there might be one word in there which describes the feeling of the song. And then I use that word to build the entire song, the lyrics. So it's quite a strange way of writing. But I think
I heard once in an interview that Paul McCartney used to do that as well, that he had some bacon and ham or bacon and eggs lyrics over yesterday, and it was so funny. But yeah, apparently I'm not the only one doing this. Donc tu as déjà fait des spectacles, des shows déjà en Néerlande. Est-ce que les Néerlandais, est-ce que les gens dans tes shows te demandent des chansons, te demandent des demandes spéciales des chansons en néerlandais? Sometimes. Usually the older people in the crowd, or just people who are curious whether I, just like you asked, whether I sometimes write Dutch songs. It's not that they requested for, you have to sing a Dutch song, but they're more curious about it or something. Yeah. Ah, ok. Donc dans ton album Passing Time, tu as des musiciens qui t'accompagnent. Comment vous êtes rencontrés en fait avec les musiciens? Well, they're all friends of mine whom I met through music, and the thing is, I usually used to play in small venues that were inside, and then I was asked to play some outdoor events, like festivals, and I thought, well, I don't want to be there all by myself, so I asked some friends who are also musicians, musicians who are musicians in other bands, I should say, and to help me out with that one show. And then I thought, wow, I was already thinking about a new album. And I noticed that some of the songs really turned into something different when other musicians played with it. So that's why I decided to bring in my friends to record this EP, which is a mix of some songs with a band and some songs are more subdued, quiet, just me, or just me and a singer. And so it's a big dynamic range on the EP. Donc dans cet album Passing Time, on a des sonorités un peu de country. Yeah. D'où te vient cette passion pour ce style de musique? Yeah, well, I love to listen to James Taylor and John Denver. I think my mom is responsible for me getting hooked to John Denver. He's just a beautiful artist with lots of great songs and lots of great stories in his lyrics. And some of the more recent artists that I really admire are John Fulbright and the Avett Brothers. And the thing about country is there's just such a sincerity in the lyrics. It's so pure, and it's all about the words, and the music is just accompaniments to the story. They really tell stories, and that's why I like the country genre and try to incorporate that into my writing of songs. Dans tes albums précédents, on pouvait déjà entendre que tes chansons disaient une histoire, racontaient une histoire. Yes, definitely. And that's what, well, if there's another album, I want to do even more of a back to basics kind of thing, where it's all about the vocals and the lyrics and really telling a story. And I think that's most important when you're an artist, that you have a story to tell. And that's what I am trying to achieve. Et pour cet album, c'est quoi ton inspiration? Qu'est-ce qui t'a inspiré pour cet album? This album took a long time to write. There were songs spanning from the last 3 years or last 4 years till now. And the last 5 years, actually. The first one I wrote in 2010. And the reason was these songs all fitted around the theme of passing time. Yeah, it's the album title. But, there's songs about being distracted or doing something with your life or letting go, or, simply that you don't have time to do something. It's time that binds everything together. So that's why I thought it would be time was the inspiration. Ok. Et dans ton précédent album, Lost Songs of Love, tu as écrit des chansons d'amour après une rupture amoureuse. Est-ce que tu penses que ce genre d'expérience, de rupture, etc., ou d'autres, t'amène à écrire des chansons ou que tu as besoin en fait de ce genre d'expérience pour écrire des chansons? I wouldn't say that you definitely need it, but it certainly helps. I often write songs after I had a breakup, or I'm also a bit of a pessimist who already thinks about what could go wrong, even if I'm in a healthy and happy relationship. So I can also imagine what it would be like to break up because I've been through it. But you can also write those songs where you're not just out of a breakup, but you're in a relationship or something. Because then you think about what it would be like to lose that person, or if something happened to one of us, or that sort of thing.
Et de façon générale, où c'est que tu trouves ton inspiration pour tes chansons? It's a tricky question. It depends on the day and on the song, and it can be anything. It can be usually it's around love, but I'm trying to get away from that a little bit, so that not all my songs will be about love. But I don't know. Maybe that's why I find it a little bit difficult lately to write songs. Just a lack of inspiration. But I think the university is to blame for that. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est sûr, l'université, c'est pas très facile d'écrire, d'être créatif en fait pendant qu'on est à l'université. Definitely. Donc avant cet album, tu avais fait, si je me souviens bien, 3 autres albums. On a Lost Songs of Love, il y a aussi Life in Solitary Confinement et Hanging with Joe. Ces albums ne sont plus disponibles malheureusement en téléchargement sur Internet. Yeah, well, the reason why they aren't online anymore is because, first of all, I wrote those songs such a long time ago, and I recorded them in my own home, and sometimes you feel that you outgrow some songs. They're not really relevant to your current life anymore, or, you know, sometimes they just belong in the past. And that's why I eventually decided to take the albums off, but I definitely did enjoy making those songs, and I think that when I wrote them, they really reflected what my life was about at the time, and it's like a little chapter in my own story, and I think some of the chapters have closed, so that's why they weren't offline. But for me, music is like a little bit of a diary. When I write songs, it's more like I'm writing in a diary about what is happening in my life at that time. So that's why. Ok. Et donc tu vas faire des shows à travers le Néderlande, à travers le Pays-Bas. Est-ce que c'est comme un petit road trip que tu vas faire? Well, I was asked to be a featured musician for a big food truck festival called Trek, which means like having an appetite, hungry, in Dutch. And it's a big festival where all those... Do you know the food trucks? Ouais, where there's il y en a un petit peu à Montréal. Ah, well, this is like a big gathering of all sorts of food trucks, so it's going to be a lot of food. And they're traveling through multiple cities in the Netherlands, and they've asked me to join them as a musician, so I will be playing all throughout the country. And I'm really excited for that, because usually I play a lot of local gigs, a lot of local shows, and this is really a chance to see the rest of the country and meet some other people who might enjoy my music. Est-ce que ton band va t'accompagner? No, they won't, because my guitarist has exams, and my drummer and bassist have things as well, so I'll be going by myself this time. Okay. Et après cette série de spectacles, est-ce que tu vas avoir, je sais pas, d'autres plans, peut-être un nouvel album? Well, first I'm going on holiday to Slovenia, which is quite nice. Looking forward to that. And after that will be some more shows in also other parts of the country, so that's nice. And I'm still writing songs in the meanwhile, Okay. Which is something I will need to do if I ever want to make a new album. And of course, I hope to graduate. That's another plan. On te souhaite de graduer. Julian, merci beaucoup pour ton temps et ta participation à Glockenpops. On mettra donc toutes les dates de tes spectacles aux Pays-Bas sur nos sites internet. Et peut-être que, on ne sait pas, peut-être que nos auditeurs iront te voir pendant leurs vacances d'été aux Pays-Bas. Yes, you're welcome. And thank you so much for having me. It's really very nice. Oh, and I have one free EP to give away for anyone who's interested. So if you have any listeners who want to, I will send one free EP passing time to. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julian. Great. You're welcome. Donc, pour ceux et celles qui seraient intéressés, vous pouvez alors partager le lien qu'on a mis sur le site de Glockenpops, sur le Facebook et le Twitter de Glockenpops. Vous le partagez, vous le retweetez, et on va tirer quelqu'un au sort pour gagner ce bel album. De retour sur Glockenpops, donc on va passer au mot du jour. C'est assez direct, mais au moins c'est fait.
Donc le mot du jour, c'est, vous devez donc, on va rappeler les règles déjà, c'est... vous Voilà, pour devez, Maxime, quand même. c'est ça, puis pour les nouveaux auditeurs aussi, bonjour. Allô? Ah, Lisande, t'as amené ton cousin retardé de l'Abitibi. Hey! On a donc pété des fleurs. Attends, c'était quoi l'expression de ta mère avec les chars, là? Chier sur le bodoc. Ah, c'est ça, chier sur le badoc, voilà. What? Vas-y, que fais-nous une quand- définition. Fait que quand t'as quelqu'un, dans le fond, que t'as planifié des projets avec, puis que cette personne-là te laisse tomber à la dernière minute, ça veut dire qu'elle a chié sur le bodoc. Parce que le bodoc, c'est le nom du banc qu'il y a sur une carriole que tu peux raccrocher aux chevaux. Alors, quand quelqu'un chie sur le bodoc, c'est parce que il t'a laissé tomber. Mais c'est une expression très drôle. Quand ma mère elle m'a sorti ça, j'étais là, OK, je ne connais pas cette expression. Puis tu l'as dit avec tellement de naturel que j'ai besoin d'une explication parce qu'en ce moment, je fais juste trouver ça trop drôle. Fait que c'était la petite parenthèse de chier sur le bodoc. Donc ne chiez pas sur le badoc. Ne nous chiez pas sur le bodoc pendant que vous écoutez l'émission. Restez avec nous. Oh, j'ai le hockey, pardon. D'ailleurs, Est-ce le que- hockey, hier, on a eu 2-1 pour 2-1. le Montréal. On a gagné! Voilà, bon, hier, peut-être que ça va être la semaine dernière ou il y a un mois pour vous, là. Mais... Les Canadiens. Donc, on va rappeler la chose du mot du jour, la définition du mot du jour. Donc, je vous dis un mot et vous devez faire à tour de rôle une phrase avec. Ok. Et c'est Donc en naturel. gros, tu vas essayer de te trouver une définition de ce mot. Voilà, exactement. Donc, le mot aujourd'hui, c'est hubris. Oh, putain, pardon. Hubris? Hubris, ben c'est un dieu de la mythologie, Non. évidemment. Ben oui. Donc là, on a la première explication. Ok, fais-nous une phrase Hubris. avec hubris, par exemple. Hubris combattit Zeus pour gagner le cœur de sa mère, qui était en fait la sœur de son arrière-grand-mère, Héra, fille, mère et sœur et belle-mère de Pratiquement Ulrida, tout le monde dans le... Zéphyr et Reptila. Elle est pas très loin, mais c'est pas vraiment ça, mais elle est pas très loin. D'accord, Yes. une définition. La définition de... Hubris. Il sait plus quel mot il a donné. Mais non, mais attends, vous l'avez même pas faite, alors à toi, Justement, mec, c'est ce que je dis, une autre définition. Hubris. C'est une onomatopée de souper. Non, c'est ça, ce n'est pas un soupir. Quand il nettoie sa voiture, il la frotte pour qu'il brisse. What? Voilà, je sais pas, c'est faire briller la voiture, le brisse. Non, non, pas vraiment, non. Hubris. Ah, alors c'est quelqu'un qui c'est un vêtement. Je reviens sur ce que disait Julien. Un vêtement. Je sors faire mon jogging hubris. Une autre définition? Moi, je dirais que c'est peut-être une épice. Une épice. L'ubris avec un peu de clou de girofle, non? C'est super bon. Je fais ma sauce à spag et je vais ajouter de l'ubris pour... Mais qu'est-ce qu'elle a avec ses sauces, elle, toutes les semaines? Je crois qu'elle a faim quand on fait l'émission. Je suis une fille à sauce. Oh, ok. Bon, c'est direct. Hein? Ouais, c'est ça, moi c'est direct. T'as trouvé le deuxième titre pour l'émission. Je suis une fille à sauce. J'ai mis à sauce et lubrifiant. Donc, en Mais fait, le titre Et de la... lubrifiant. Lubrifiant. Ah alors, qui est le plus proche? Bah, c'est Une pas note mal. sur 10 pour cette joke horrible. Cette joke d'une qualité discutable Discutable. vous a été présentée par Lisandre Rivard. Et sa sauce. Et ça- Elle insiste. Donc en fait, c'est plutôt Maxime qui est pas très loin avec ses dieux grecs, mais en fait, c'est chez les Grecs, tout ce qui... et là, je lis Larousse, hein, le dictionnaire Larousse, que vous pouvez aller, larousse.fr. là. Tu oublieras. Non, ça c'est la Rousseau. Putain, la chanteuse, hein, pour les Québécois. Donc chez les Grecs, tout ce qui est dans la conduite de l'homme est considéré par les dieux comme démesuré. Donc par exemple, l'orgueil est devant appeler à leur vengeance. Bon, en fait, c'est ça, c'est un homme qui a beaucoup d'orgueil là, qui... Fait que tu C'est mets ça dans démesuré. une phrase. Monsieur Jean Valjean a beaucoup d'hubris quand il dit qu'il en a une grosse. Je sais Heureusement, c'est toi qui l'as fait parce que quand tu as dit démesuré, j'avais envie de dire comme la vie. Donc avec ce joyeux mot du jour, on peut peut-être passer... En fait, maintenant, on va dire à Lisande coincer le mot hubris dans son... Ah non, attends, avant, il y a la question de l'actu.
Il y a question d'actu. Le mec, il connaît rien en sa propre Non, émission. vraiment pas. Question de l'actu. Oh mon Dieu, on a même un merci. générique. Ah, merci. On a enfin un jingle. Envoie le jingle. Oh mon Dieu. Savez-vous qu'un enfant sur 10 en Europe a été conçu sur un lit Ikea? Mais elle, c'est pour ça qu'elle est en retard dans l'émission, en fait. C'est parce qu'elle lit Internet pour l'instant. Non! Vraiment pas en plus. Non, elle le Ça a sait, popé. Ça a popé dans ta tête. Ouais, je l'ai lu cette semaine. semaine, là, pis... Un enfant sur 10. Ouais. Donc passons à la question d'actu. Donc en fait ça va avec le chose démesurée qu'on vient d'entendre avec l'Ubris. Donc les Français ont pu écouter la nouvelle chanson de Patrick Sébastien. Oh là là. Voilà, concernant la pipe. Donc bien sûr la pipe à fumer. Hein. Chanson qui a fait polémique sur le service public télévisé français parce que bon, hein, il fait un jeu de mots avec. Mais j'aimerais quand même que vous me donniez une autre définition du mot pipe. Donc une autre utilisation du mot pipe, en fait il y en a pas mal. Et donc je ne parle pas de la fumette et de la pratique sympathique que l'on peut faire. Hein. On va vraiment dans les autres. Il y a plusieurs autres. Ah ouais? Oui, il y a pas mal d'autres utilisations du mot pipe. Définition. Ouais, donc définition. Donc donnez-moi, je sais pas, au moins 3 là, ou 2 ou Est-ce qu'elles peuvent toutes se mettre en bouche? Non. En bouche, alors, oui. Mais il y en a une c'est qui un peut se mettre en instrument de bouche. chimie entre le Bécher et l'Erlen Meyer, moi je dis. Ah le pipe. Ouais, Le pipe. Le pipe. Je sais pas en fait ça. Tu sors ça d'où en fait? je sais pas. Des cours de sciences secondaires. On t'a entendu mais que. De la merde qui parlait de lubrifiant, sûrement. Donc, mais y en a-tu d'autres des définitions que vous avez? Mais non, moi, à part. C'est un fruit Ben, exotique. Non, c'est pas Il y a- vraiment un fruit il y a exotique. Il y a les tuyaux. Oui, mais ça les c'est en pipes. anglais. Là. Ben non. Oui. Ça dit en français aussi. Pipe. Les tuyaux C'est pas de des pipe. biceps aussi? Non. Bah, dans mes définitions, non, j'ai pas de biceps. Check mes pipes. Check Ah, mes oui, Entendu au fuzzy. Oui, c'est un proverbe, ça. Check mes pipes. Non? C'est un proverbe québécois. Sinon, Voilà. je peux te dire les pipelines? Il y a le mot pipe dedans, là. Les pipelines. La piperade. Eh oui! Non, Non, mais alors, en tu fait, c'est surtout des objets. On va. Ah, des objets Ouais. qui se mettent en bouche, t'as dit. Bah, en fait, il y en a une qui, oui, il y en a une en particulier qui se met en bouche. Une pipe. Une pipe. Ben, ça se fume. Bon, ça serait italien. Le truc qui se met en bouche, ça serait Ah, italien. une pipe. Italie. Je sais pas faire les accents, désolé. La pipe! Papa les pipos! La Papa les pipe! pipos. Ça, c'est Family Guy. Je sais pas, c'est le nom d'une pâte, peut-être. Voilà, une pâte italienne. Ouais. Donc là, on a déjà une, et c'est une pâte italienne. Je connaissais que la penne. Bon, alors. La pipe et la penne, quand même. C'est italien, c'est normal. Est-ce que c'est cylindrique? Ah oui. Bah, généralement. Généralement, non, mais je veux dire. Il y a aussi une expression québécoise. Ah, Ceci n'est pas une pipe. Non, d'une pipe. Non, ça, c'est très connu. Ah, c'est aussi un instrument de musique. ah bon? Ah bon? Le saxophone alto, qu'on peut appeler pipe. Pour vrai? Ouais, apparemment. Hey, saxophone, tu savais pas ça? Ben non. Me ferais-tu une Ouais. petite saxophone? Mais ça me tente pas de dire, hey, je joue de la pipe. What the fuck, là? Mais ça, on le savait déjà. Ouais, ben pour une lesbienne, c'est un peu bizarre de dire ça. Ça, c'est fait. Ha ha! Alors maintenant, je me suis assinée en ondes. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Ça va, parce que. De toute façon, on a fait le coming out de Michael. Ah, Qui n'a pas ok. besoin été fait au début. Michael, yo. De Michael, yo. Pourquoi tu Il veux faire reste juste Lisande, là, qui s'assume pas encore. Ouais, c'est ça n'a rien à voir. Ils ont dans la idée de jouer sur tous les tableaux. Donc, il n'y a pas d'autre définition Bon, qui vous puis vient? là, Pas d'autre définition? Non, là, on n'a pas d'autres pipes. Non, vous n'avez pas d'autre pipe? Bon, ok, bon. mais c'est quoi C'est une l'expression? marque de biscuits. L'expression, c'est me compter des pipes. Tu me comptes une pipe? Tu me comptes une pipe, c'est-à-dire que tu me comptes une menterie. Ah! Ben oui, c'est vrai. Ah, ben là. Mais je savais pas ça. Sinon, il y a un tonneau. Ah non, t'as dit une pipe. Et en Belgique, c'est un petit saucisson, Ah, une pipe. une pipe, c'est un petit saucisson. Et pour les mécaniciens bricoleurs qui nous écoutent, une clé à pipe qui sert à visser et dévisser des bouts. Est-ce que vous savez comment on dit pipe en japonais? Ouais. Kizaru. 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 Et vous savez comment on dit venir en japonais? Oh non. Iku. Iku, 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 iku. Bon, je pense que je vais la retirer celle-là. Faut le dire comme que Sidney le dit pour Iku, qu'on iku, comprenne. iku, iku. Et continuons. En fait, iku, ça veut dire aller quelque part. Ouais, mais c'est ça, c'est venir. Ah oui, allez, venir. Oui, allez, venir. Ah non, aller et venir, c'est deux choses différentes. Tu devrais le savoir pourtant. Itadakimasu. Ah, Non, c'était pas ça que je voulais dire en fait. Et je lui dis, aller et venir, c'est pas la même chose. Il me dit bon appétit.
Bah oui, en parlant de pipe. Ah non, mais ça suffit. Ça devient n'importe quoi. Ciné, reprends le contrôle des choses. Ok. Bon, allez, sinon en anglais, il y avait l'acronyme Private Investment in Public Equity. Avec ce joyeux festin d'Amélie Poulain, nous allons passer à la chronique de Lisande sur le J-pop. Elle sort d'où, Amélie Poulain? Je comprends pas. Je sais pas, moi non plus. Je sais pas ce qui se passe. Je crois qu'on a perdu le contrôle de l'émission. Sans transition, chronique J-pop de Lisandre. Salut! Alors, Hello. allô! Salut les jeunes. Hey! Japan Pop! So, je voulais commencer par juste expliquer, même si tout le monde a comme une petite idée de savoir c'est quoi exactement de la J-pop, je voulais parler un peu de c'est quoi exactement comme style de musique, qu'est-ce que ça mange en hiver, puis pourquoi ça s'appelle de même. Donc, cette connotation est un sous-genre de la musique japonaise traditionnelle, donc c'est pas un genre officiel en soi, c'est un sous-genre, dans le sens qu'elle conserve l'essence du patrimoine japonais, mais avec une toute petite influence de la culture américaine des États-Unis. Donc, le J, c'est pour Américaine des États-Unis. Japon. Ben oui, américaine des États-Unis, parce qu'il y a américaine-canadienne, puis en tout cas, tu sais. Hein. Fait que le J, c'est pour Japon, puis pop, c'est pour. Ah, il faut préciser, il y en a des fois qui savent pas. Puis, ben, On serait pas en train de perdre c'est de Lisande. la- Ouais, je pense que Lisandre, on est en Lisandre, train je crois de qu'il te n'a plus de perdre. Je réseau. sais pas si t'es en train de partir le Wi-Fi quelque part, mais. Mettons, le J, c'est pour Japon, c'est pour qu'ils se l'approprient un peu. Et pop, ça vient du mot populaire qui représente quand même la musique accessible pour tous, les trucs qui passent souvent à la radio puis qui deviennent des hits qui durent pas très longtemps d'ailleurs. Là. donc on reconnaît le style J-pop par les quelques couplets qui sont généralement de 2 ou 3 et un refrain super entraînant, super catchy que tout le monde se souvient que ça pogne dans la tête puis qu'on n'est pas capable de se l'enlever pendant une semaine. Là. Sinon, on peut remarquer que les artistes insèrent des fois des mots anglophones dans leurs chansons japonaises, dans leurs phrases. Ils vont commencer en japonais, puis dans le refrain, ils vont plugger un mot anglophone juste pour faire stylé. Puis sinon, autre caractéristique, elles sont souvent reprises dans les openings d'animes, dans le fond, dans les chansons d'introduction, et sont souvent un peu remixées. Ils transforment la chanson en une espèce de petit bout de 30 secondes, ils mettent le début, le refrain catchy, puis la fin de la chanson, puis ça va être l'introduction de plusieurs animés. C'est super important dans la culture japonaise de pouvoir insérer des chansons J-pop dans les mangas. Alors, la chanson populaire va être mixée pour avoir le début, comme que je disais. Puis, il faut que ça concorde, dans le fond, avec l'anime. Puis souvent, ils vont faire en sorte que les images représentent un peu ce que les paroles vont dire. Puis ça fait souvent c'est très, très beau. C'est vraiment le fun à regarder. Ça nous incite à regarder l'anime. Puis aussi, les publicités. Les publicités au Japon sont vraiment reliées à la J-pop. Il y a beaucoup de chansons de J-pop qui sont dans les publicités parce que ça fait vraiment très explosif, très électrique. Puis on s'en souvient, tu sais, quand une chanson nous pogne dans la tête, on dit ah oui, c'est la toune de Danone là, puis les yogourts là. Ah oui. Je sais pas s'il y a Danone au Japon. Je sais pas, Michael. Je pense qu'on a perdu. Comment je peux le savoir si... Je sais pas. Tu manges-tu du yogourt? Oui, mais pas au Japon. Mais Lisandre a raison quand elle dit explosif, mais ça fait aussi des fois mal aux yeux. Ouais. Je me rappelle d'avoir vu un clip, mais ça c'est du K-pop. Je sais pas si tu connais un peu. Ben, je sais pas si. J'en parle pas, mais oui, ça vient dans les sous-genres de la musique japonaise. Mais tu peux en parler. K-pop, mais c'est pas coréen. C'est Korean pop, ouais. Non, mais je me demandais juste s'il y avait des différences notables à part la langue. Je pense que Même pas la langue, non. parce que des fois, le Korean pop chante en japonais. Ah oui? Ok. Ouais. C'est des petits Coréens là, qui chantent. Je crois que en justement, train de se dandiner. les Coréens, c'est justement plus Nanana. des boys bands et des groupes, Ouais. alors que dans la J-pop, c'est vraiment des chanteurs souvent seuls, plutôt. Ok. Mais tu sais, les groupes, il y a quand même des groupes, là, c'est juste raison, c'est plus rare, c'est plus des chanteurs solos qui font un single Ok. qu'après on oublie. Fait que, tu sais, les publicités, oui, puis des fois, les jeux vidéo reprennent quelquefois de ces chansons-là. Plusieurs talents vont se faire connaître à travers ça. Ouais, mais souvent à l'inverse aussi, c'est comme les jeux vidéo vont sortir une chanson qui va devenir populaire à la radio. Oui. Fait que c'est ça c'est juste pour introduire qu'est-ce que la J-pop, là. Maintenant, tout le monde sait c'est quoi, on va... C'est bien, tu nous as On va introduit parler en d'un peu. douceur avec de la vaseline, c'est bien. Oui. Elle revient toujours, celle-là. Fait qu'on va parler un peu d'histoire puis des influences qui sont rattachées à ça, à cette heure. C'est un incontournable dans la culture japonaise. Ça vient d'où, ça? C'est devenu populaire officiellement à peu près dans les années 90, mais
Mais c'est dans les années 60 que le courant s'est fait entendre pour la première fois, que les influences sont faites toucher. C'est surtout, dans le fond, les Beatles qui ont touché, qui ont commencé tout ça. Mais tu sais, les Beatles sont quand même une influence assez planétaire, là, mettons. Mais c'est eux autres l'origine de tout. Et plein d'autres affaires aussi comme... c'est Dieu. Les Beatles, c'est Dieu. De toute façon, John Lennon l'a dit. Hein, il était beaucoup plus connu que Jésus-Christ, là, ou que Dieu lui-même. Il a dit ça. C'est tellement pas prétentieux. Oh non, mais les Beatles ne sont pas du tout prétentieux. Non. Puis les Beach Boys aussi, ils ont... Je sais pas si vous vous rappelez des Beach Boys. Oui, Surfing USA. Run, get around, I get around. En plus, ça chante à 4, cette affaire-là. Je ne ferai aucun commentaire sur ce qu'on vient d'entendre. Il y a une tune des Beach Boys genre, qui a été reprise pour une pub de Baby Bell, les fromages. Baby Bell, oh Ah, ouais? Baby Bell. Oui! C'est Marianne. Ah non, on va falloir payer Baby Bell maintenant. Ah, t'as dit placement de produit une fois, faut en dire deux après. J'ai pas d'autres comptes fromage. Président. Président. Ouais, le président, le fromage Choix du président. et le cœur de lion. Je pensais que tu pluguais le président. Non. Obama. Obama. Et Hollande. Pas le pays. On va jamais s'en sortir. Juste plugger les groupes japonais. Mais là, on parle pas des groupes américains qui ont influencé dans le temps, commencé dans les années 60. C'est vraiment plus dans les années 70 qu'un groupe japonais qui s'appelait Happy End, avec un nom anglophone en plus, qui a commencé à mêler le style rock à la musique pop dans les années 70. Puis après, il y a Yellow Magic Orchestra et Southern All Stars qui ont vraiment parti le mouvement de la J-pop au Japon. Est-ce que la J-pop, ils sont obligés de mettre des mots anglais à chaque fois? Parce que je sais que les Coréens sont toujours obligés de mettre au moins un ou deux mots anglais dans leurs chansons. Ben, je penserais pas que les Japonais soient obligés, mais c'est mieux pour eux parce que ça peut toucher. Tu sais jamais où est-ce que ta chanson elle va se rendre. Si c'est un hit, ça va peut-être se rendre dans les animés qui vont se rendre ici en Amérique. Fait que si t'as un petit mot anglais, ça te fait... je sais pas, ça te fait toucher plus de monde. Moi, je me rappelle que... Gangnam Style. Pardon. Sexy lady, tu sais. Des affaires de même, là. Est-ce que t'as d'autres artistes à citer? Pas qui ont influencé. Mais comme aujourd'hui, t'en as-tu des... Aujourd'hui, il y en a tellement, Sydney, que je pourrais même pas en dire qu'il y en a. Il y en a quelques-uns qui sont restés plus d'autres, mais il y en a vraiment, vraiment pas beaucoup. Puis d'habitude, ces artistes-là, dans le fond, je voulais terminer là-dessus, c'est un genre difficile à vivre. C'est très temporaire. C'est le hit de la semaine, puis l'autre semaine d'après, il existe même plus. Puis les gens qui restent plus longtemps que ça sont phénoménaux. Genre, ça se peut juste pas. C'est pas le problème qu'on a ici, mais je veux dire, c'est un des tout petits problèmes que les chanteurs ont ici, c'est de durer genre une semaine, quoi. Puis eux, c'est divisé, c'est multiplié par 100 000, quoi. Puis, ouais, ben c'est ça de la musique populaire. C'est quelque chose qui dure pas longtemps, puis c'est quelque chose que les gens écoutent en boucle pendant une semaine, puis après, on ne tente plus. Il y a un nouveau hit qui apparaît. C'est ça. Fait que, non, c'est dur comme métier quand tu décides de devenir chanteur de J-pop, là. De pas être facile. Non. Tu sais, mettons, je peux peut-être en plugger une que moi, j'écoutais beaucoup quand j'étais adolescente, que j'ai connue, entre autres, à partir du jeu de Final Fantasy X. Non, X2, 10-2. Que la chanson d'introduction, c'est elle qui faisait la voix du personnage de Yuna. La chanteuse s'appelait Koda Kumi. Puis à cause de ce jeu vidéo-là, j'ai connu la chanteuse. Puis à l'époque, dans les années 2000, c'était la reine de la pop, de la J-pop à ce moment-là. Ça a duré peut-être 5 ans, son affaire. Puis après, elle s'est évaporée dans... Elle est devenue vieille. Le cosmos. Elle est devenue vieille, fait qu'on n'en parle plus. Tu pourrais peut-être nous chanter un truc, par exemple? On joue à deviner la chanson. Deviner la chanson. Non, il n'y a rien qui me vient maintenant, il y en a beaucoup trop. Il y a un groupe aussi que je trouvais vraiment drôle à cause de leur nom, qui faisait de la J-pop, qui ont fait beaucoup d'openings d'animes de Full Metal Alchemist, qui s'appelle L'Arc-en-Ciel. Ah oui. Mais avec un accent, fait que ça se dit l'Arc-en-Ciel, mais ils ont quand même pris un nom français pour représenter leur groupe japonais. C'est cool. Ouais. C'était quoi la question? Il y a une question? Non. Désolé, je viens de me réveiller. J'étais en train de publier quelque chose sur le Glockenpops sur le Facebook et le Twitter de Glockenpops, du coup. Hey! Mais je fais un peu de direct. Les gens sont en train de voir qu'on enregistre l'émission en ce moment. Tant que tu m'écoutes quand je passe, correct. Sinon, là, je suis fâchée. Donc, merci pour ta chronique, Lisande, sur le spécial J-pop. J-pop! Get a job! Get a job! J'ai juste une nouvelle petite rubrique. En fait, c'est une spéciale. Hein. Elle ne reviendra pas, cette rubrique. Rubrique spéciale!
C'est qui nous fait les jingles? C'est moi! Ah, C'est c'est qui toi? Ah, c'est Max, ok. C'est qui, toi? C'est qui toi? C'est qui toi? C'est qui ça? Es-tu là depuis le début? C'est ça que j'allais dire. Mais merci pour ce jingle. Donc en fait, c'est la blague de Siri. Bon, mon iPhone, je n'ai pas Siri. Fait que je vais le faire. Je vais juste faire prononcer mon téléphone une petite blagounette. Donc c'est parti pour la blagounette en anglais. Les nouvelles blagues. Chat. C'est un garçon qui va à l'école. C'est maîtresse Louis demande. Pourquoi ton cartable est aussi gros? J'ai amené mon chat. Mais pourquoi? Parce que j'ai entendu papa dire à maman. Chérie, j'ai amené tid à l'école et j'étais baf la chat. Je comprends rien. On comprend pas. What the Je comprends le chat. Allez, direct au cimetière, cette rubrique. Voilà, Est-ce exactement. En parlant de Siri, Siri, vous pouvez essayer de faire parler deux Siri ensemble et elles finissent vraiment par s'engueuler et se détester. C'est très drôle à essayer à la maison. Ça n'a aucun rapport avec l'émission en ce moment. Achetez-vous 2 iPhones, puis amusez-vous tout seul. Exactement. Je pourrais vous faire une démonstration live. Vas-y. Attendez. Moi, j'ai pas Siri. Pendant ce temps, je vais jouer de l'harmonica. Parfait. Non. J'ai pas compris. Ok. J'ai pas compris. Attendez, je vous fais la démonstration. Désolé, je n'ai pas Ok. bien compris ce que vous avez dit. Bonjour. Bonjour vous. Allô? Allô? La compagnie. Salut la compagnie, elle sait qu'on est là. Désolé, je n'ai pas saisi. Je vous pardonne, Janine. Pas bien compris ce que vous venez de dire. Je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit. Qui? Moi. Je n'ai pas bien compris ce que vous venez de dire. Je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit. On va tourner en rond. C'est ça. Je n'ai pas compris. Voici le résultat de ma recherche sur le web pour moi. Que voulez-vous que je cherche? Janine. Désolé, je suis Who the fuck is Janine? C'est qui, Janine? What the fuck? Ok, merci. Désolé, C'était- je n'ai pas bien compris ce C'était la démonstration de Super Siri qui se parle à elle-même. Yeah! Eh ben, ça va bien clôturer notre émission. C'est plus drôle que ta blague. Ouais, c'est- Pardon. Avant de finir, je sais pas si vous êtes fan de Amélie Nothomb, l'écrivaine belge qui a été élevée au Japon. Ah putain, elle est belge. Oui. Ah ouais. En 2007, elle a écrit Ni d'Ève ni d'Adam, qui raconte son histoire avec un Tokyoïde très singulier. Elle a eu une aventure avec lui. Et il y a eu une adaptation cinématographique, ça s'appelle Tokyo Fiancé, c'est sorti en mars. D'après moi, c'est encore dans les cinémas parce que, en fait, c'est sorti en France en mars, donc ça doit être arrivé récemment au cinéma ici. Donc je vous le conseille, c'est un bon film. T'es allé le voir? Ouais, mais j'ai vu des extraits, puis j'ai vu l'entrevue qu'ils ont faite avec l'actrice principale qui, en fait, a jamais rencontré Amélie Nothomb, et Amélie Nothomb a dit « Oh mon Dieu, cette fille, elle agit vraiment comme moi, elle me ressemble beaucoup, puis on s'est jamais rencontrés. » Donc pour ça, c'est vraiment original, puis c'est vraiment bien fait. Puis ce qui est le fun aussi le fun, pas vraiment, mais il y a un angle nouveau qui a été apporté dans le film, c'est que en 2011, il y a eu le tsunami, puis le livre a été écrit en 2007, donc c'était pas encore arrivé, mais le réalisateur a décidé quand même d'aborder ce sujet-là, donc il y a aussi cet angle-là nouveau qui est apporté dans le film. C'est belge, mais il y a une actrice québécoise qui joue dedans. Pauline Julie Etienne, c'est... Ah oui, Julie Le Breton. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ah, c'est bon. Allez voir ce film. Donc, merci de nous avoir suivis pour cette émission. Nous allons maintenant passer au mot de la fin. Alors, qui commence? Lisandre, mot de la fin. Il fait chaud. On va passer l'été en bikini. Ça a vraiment pas rapport avec les Japon. Ah oui, je voulais dire de quoi? Peut-être. Mais, mais c'est pas... Qui joue avec Siri? qui joue à Siri. Excusez. Je n'ai pas bien compris ce Désolée. C'est juste, je sais pas pourquoi je pensais à ça, mais j'ai vu que la grosse mode en ce moment au Japon, le gros fashion, là, c'est les petites jupes en crinoline super vintage. Super, j'en mettrais une. Ben oui! Est-ce que tu parles du Harajuku, comme la mode de s'habiller comme des poupées? Mais c'est pas... Ben non,
Je parlais juste de la jupe, là. Mais ouais, ça doit ressembler à ça. Mais c'est vraiment la jupe crinoline super, Ok. bon, plein de volume. Bon, ben, Sydney, tu Ça- sais quoi porter cet été? Oui, une petite jupe, c'est génial. Ça va être mignonne, là. N'oublie pas, les hommes le mettent rien en dessous. C'est mon mot de la fin. Mettez des jupes crinolines cet été pour être à la mode comme les Japonais. Et Maxime, maintenant ton mot de la fin. Écoutez bien parce que, en fait, je vais pas le répéter 2 fois. Vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? Voilà. C'est parfait. Michael, ton mot de la fin. Acheter du lubrifiant. Voilà, merci. Voilà. Et moi je dirais poisson. On peut pas savoir pourquoi. Surtout pas après le lubrifiant. Merci de nous avoir suivis pour cette émission, 2e émission. Et nous vous rendons rendez-vous Nous vous rendons rendez-vous. C'est ça, nous vous rendons rendez-vous dans 2 semaines, c'est ça, Michael? Dans 3 Tout semaines? à fait, mais je pense que tu oublies quelque chose. Qu'est-ce que j'oublie? Faudrait pas dire aux gens comment ils peuvent gagner l'album? Et n'oubliez surtout pas, vous pouvez jouer pour gagner l'album digital de Julian Hertz, qui nous a vraiment très gentiment offert. Donc partagez le lien qui vous mènera jusqu'au l'album de Julian Hertz et on vous fera gentiment gagner un album. Nous, Voilà. on peut-tu le gagner? Non, malheureusement, c'est ouvert juste aux auditeurs et pas aux chroniqueurs. Et vous pouvez donc, si le chroniqueur il est assez généreux, si l'auditeur est assez généreux et que tu es assez gentil avec lui, peut-être qu'il te donnera une copie. Mais vous avez donc une semaine pour retweeter ou liker ou refacebooker ce message. Et on fera le tirage au sort dans mon émission dans 7 jours, en direct. C'est Sydney qui tirera au sort le vainqueur. C'est toujours moi qui tire de toute façon. Voilà, c'est toujours Sydney qui tire. Sydney est très actif dans cette émission. Donc, merci d'avoir écouté Glock and Pop. C'est de retour dans 2 semaines.いつも以上にどんと構えて
Bye.